Bienvenue dans Voyages avec Hérodote, le podcast qui vous plonge au cœur du premier grand récit de l'histoire. Ici, chaque épisode est une porte ouverte sur l'Antiquité. Rois, guerres, peuples oubliés et anecdotes aussi incroyables que vraies. Hérodote n'était pas qu'un historien, c'était un voyageur, un conteur, un curieux insatiable. Installe-toi, laisse-toi guider à travers l'Empire perse, l'Égypte mystérieuse, la Grèce naissante. L'histoire commence maintenant. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans Hérodote pour explorer une histoire assez incroyable, celle de la chute de Crésus, le fameux roi de Lydie, richissime, face à Cyrus le Grand, le Perse. Une histoire de destin, d'oracle un peu flou et de fortune qui tourne vite, quoi. On va essayer de décortiquer les moments clés, les détails qui frappent dans ce récit antique. Absolument. Et Hérodote, c'est une source fascinante pour ça. Il nous ouvre vraiment une fenêtre sur ce tournant historique. Il mélange les grands événements, le drame, et puis aussi des observations culturelles hyper intéressantes. C'est une étude assez captivante sur l'orgueil, l'hubris comme on dit, et les conséquences des choix d'un roi. Alors, commençons par Crésus. Connu pour sa richesse légendaire, il veut agrandir son royaume, logique pour un roi puissant. Du coup, il consulte l'oracle de Delphes. Et la réponse est « s'il attaque les Perses, il détruira un grand empire Voilà, et là, c'est le piège classique, l'ironie tragique. Il est tellement sûr de lui. Il se dit « super, c'est l'Empire perse qui va tomber ». Il n'imagine pas une seconde que ça pourrait être le sien. ». C'est fou. Et en plus, il ignore un conseil, non? Celui de Sandanis. Exactement. Sandanis, un Lydien plein de bon sens, qui lui dit, en substance, « Mais pourquoi attaquer les Perses? C'est un peuple pauvre, résistant, ils n'ont rien à perdre, et s'ils découvrent nos richesses, ils auront tout à gagner à nous envahir. » Un avertissement, mais bon, Crésus n'écoute pas. Il n'écoute pas, donc il attaque. Première bataille en Ptérie, résultat, mitigé, indécis. Alors Crésus fait quoi? Il se replie sur Sardes, sa capitale, pour l'hiver, tranquille. Il renvoie même ses mercenaires, en se disant on se retrouve au printemps avec les alliés. Bah oui, il compte sur les Égyptiens, les Babyloniens, les Spartiates. Il pense avoir le temps. Grosse erreur stratégique. Parce que Cyrus, lui, il n'est pas du genre à attendre le printemps. Il marche direct sur Sardes. Ah oui, l'effet de surprise total. Et là, devant la ville, la bataille décisive. Cyrus sort une ruse de génie. Il place ses chameaux. Et des chameaux, mais pourquoi faire? Alors c'est simple, mais fallait y penser. Les chevaux de la cavalerie lydienne, c'était la fierté de Crésus, leur point fort. Sauf que ces chevaux, ils n'avaient jamais vu ou senti de chameau de leur vie. L'odeur, la vue, panique totale. Ils se cabrent, ils s'enfuient, ils désorganisent complètement les lignes lydiennes. La cavalerie est neutralisée. Brillant. Incroyable. Et du coup, Sardes paume, Crésus est fait prisonnier. Et là, le sort réservé par Cyrus est terrible. Il ordonne qu'on le brûle vif sur un bûcher, avec 14 jeunes Lydiens. C'est ça, une scène d'une cruauté. Et c'est là, sur ce bûcher, au moment le plus sombre, Crésus se souvient des mots d'un sage qui était venu le voir des années plus tôt, Solon, l'Athénien. Solon. Qu'est-ce qu'il lui avait dit déjà? Solon avait refusé de qualifier Crésus d'heureux, malgré toute sa richesse, tout son pouvoir. Il lui avait dit « On ne peut juger du bonheur d'un homme avant sa mort. La fortune, ça va, ça vient, c'est trop changeant. » Une leçon d'humilité, en fait. Et sur le bûcher, Crésus comprend. Il murmure 3 fois « Solon, Solon, Solon ». Cyrus l'entend. Intrigué, il demande ce que ça veut dire. On lui explique la conversation avec Solon, cette idée que tout peut basculer. Et là, ça fait tilt chez Cyrus. Il réfléchit à sa propre condition, lui aussi est mortel, sa propre fortune pourrait tourner. Du coup, il change d'avis, il ordonne d'éteindre le feu. Mais trop tard. Bah oui, les flammes sont déjà trop hautes, l'ordre arrive trop tard. Alors Crésus, désespéré, il se tourne vers les dieux. Il prie Apollon, le dieu qu'il avait tant honoré et comblé d'offrandes. Et là, miracle, selon Hérodote en tout cas, le ciel, qui était parfaitement clair, se couvre soudain de nuages. Et une pluie torrentielle s'abat et éteint le bûcher. Incroyable. Cyrus a dû être impressionné. Carrément. Il comprend que Crésus est protégé, qu'il est cher aux dieux, il le fait descendre et le traite désormais avec respect. Bon, sauvé du feu, mais toujours captif. Et Crésus a une requête assez culottée, non?
Oui, il demande à Cyrus la permission d'envoyer ses propres chaînes, les chaînes de sa captivité, à Delphes, pour demander au dieu Apollon s'il n'a pas un peu honte, quoi, d'avoir poussé un roi si dévoué à la guerre pour finalement le laisser tomber. Et la réponse de l'oracle alors? Ah. La réponse de la pitié, éclairante. Elle dit plusieurs choses. D'abord, que le destin de Crésus était scellé depuis longtemps, à cause d'un crime commis par son ancêtre, Gygès, 5 générations plus tôt. Un truc lié au destin, au moire. Ah, le poids des ancêtres. Exactement. Apollon, dit la Pythie, n'a pas pu annuler ce destin. Mais il a fait ce qu'il a pu et il a obtenu un délai de 3 ans sur la chute de Sardes. Et surtout, il l'a sauvé du bûcher, donc il ne l'a pas abandonné. D'accord. Et pour l'oracle initial, celui du Grand Empire? Là, la pitié est claire. L'erreur vient de Crésus. L'oracle était vrai, mais ambigu. Il aurait dû demander quel grand empire serait détruit, c'était le sien, pas celui des Perses, et il y avait un autre oracle qu'il n'a pas compris, celui qui disait qu'il tomberait quand un mulet régnerait sur les Mèdes. Un mulet. Oui, et ce mulet, c'était Cyrus, parce que sa mère était Mède, de noble lignée, mais son père était Perse, considéré comme de rang inférieur, sujet des Mèdes à l'époque. Donc Cyrus était ce mulet, au sens figuré, issu de 2 peuples différents, dont l'un était soumis à l'autre. Crésus admet alors son erreur d'interprétation. Il a été aveuglé par son désir. C'était une leçon sur l'interprétation des signes finalement. Très intéressant. Mais Hérodote ne s'arrête pas là. Après la chute de Crésus, il nous parle un peu des Perses, les vainqueurs. Leurs coutumes sont assez surprenantes parfois. Oui, c'est ça qui est génial avec Hérodote. Il fait aussi de l'ethnographie si on veut. Il note par exemple que les Perses, eux, ils n'ont pas de statue, pas de temple, pas d'autel comme les Grecs. Ils sacrifient à leurs dieux sur les sommets des montagnes. C'est très différent. Et l'éducation des jeunes, c'était quoi leur priorité? Alors de 5 à 20 ans, c'était très ciblé. 3 choses essentielles. Monter à cheval, tirer à l'arc et dire la vérité. Le mensonge, pour eux, c'est la pire honte qui soit. C'est très marqué dans leur culture, selon Hérodote. Dire la vérité. Et cette histoire de délibération en état d'ivresse, c'est vrai ça, hein? Apparemment. Hérodote raconte qu'ils prenaient les décisions importantes quand ils avaient bu. Et le lendemain, à jeun, ils réexaminaient la décision. Et si une décision était prise à jeun, eh bien, ils la reconsidéraient après avoir bu. Une sorte de double contrôle. Assez particulier, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ils respectaient les fleuves aussi, je crois, hein. Énormément. Interdiction formelle d'y uriner, d'y cracher et même de s'y laver les mains. Le respect de l'eau, de la nature, était très important pour eux. Bon, pour conclure sur Crésus, sa chute reste vraiment une histoire forte. Sur l'orgueil, les dangers de la richesse qui aveuglent, les aléas de la fortune, et puis cette nécessité de la sagesse, de bien interpréter les signes, les oracles, ou même les conseils comme celui de Saint-Dry-d'Anis. Tout à fait. Et peut-être pour finir sur une note un peu plus légère, mais toujours tirée d'Hérodote, à propos des Lydiens cette fois, il rapporte une tradition lydienne assez amusante. Ils se disaient les inventeurs de plein de jeux, les dés, les osselets, la balle. Et pourquoi? Eh bien, figure-toi qu'ils les auraient inventés pendant une famine terrible, pour oublier qu'ils avaient faim. Ah bon? Comment ça? L'histoire dit qu'ils passaient un jour entier à jouer, sans rien manger. Et le lendemain, ils mangeaient, mais sans jouer. Et ils auraient tenu comme ça pendant 18 ans. Bon, c'est sûrement une légende, mais ça fait réfléchir, non? Est-ce que parfois nos divertissements, nos jeux, ne naissent pas aussi de la nécessité ou d'une forme d'adversité qu'on essaie de surmonter? C'est une petite question en plus à méditer.